Le Moyen Empire est une période de l'histoire de l'Égypte antique qui suit la première période intermédiaire, et précède la deuxième période intermédiaire. Il couvre une période allant des environs de -2033 à -1786 et a connu 2 ou 3 dynasties, la fin de la 11e dynastie de -2106 à -1963 avant notre ère, ce n'est que sous Montuhotep II, vers -2033, lorsque le pays est réunifié, qu'on considère que la première période intermédiaire prend fin et qu'ainsi débute le Moyen Empire. La 12e dynastie de -1963 à -1786, âge d'or du Moyen Empire, le début de la 13e dynastie, parfois entièrement considérée comme faisant partie de la deuxième période intermédiaire, le début de la dynastie semble gouverner une Égypte unifiée, même si la succession des rois est floue et rapide. C'est une période de prospérité. La capitale principale est d'abord située à Thèbes, d'où sont originaires les rois de la 11e dynastie, puis à Itaoui au sud de Memphis. Les dieux impériaux de l'époque sont Montu, le faucon belliqueux adoré à Herman, à Médamoud et à Thèbes, ainsi qu'Amon. La première construction thébaine a lieu sur la côte ouest de Thèbes, avec le temple funéraire de Montuhotep II, bâti dans le cirque rocheux de Deir el-Bahari. C'est une période ouverte sur le Moyen-Orient, et de nombreuses expéditions y sont envoyées. Les principaux souverains qui les conduisirent sont les Sésostris et les Amenemhat. À cette époque sont construites les fondations de Karnak, par Sésostris Ier. Les rois du Nouvel Empire les détruiront pour construire le Karnak actuel. Après l'effondrement de l'Ancien Empire, l'Égypte est entrée dans une période de faible pouvoir pharaonique et de décentralisation appelée la première période intermédiaire. Vers la fin de cette période, 2 dynasties rivales, connues dans l'égyptologie sous le nom de 10e et 11e dynastie, se sont battues pour le contrôle du pays tout entier. La 11e dynastie, originaire de Thèbes, n'a régné dans le sud de l'Égypte que de la première cataracte au 10e nome de la Haute-Égypte. Au nord, la Basse-Égypte était gouvernée par la 10e dynastie, rivale, d'Héracléopolis Mania. La lutte a été conclue par Montuhotep II, qui, pendant la 14e année de son règne, profita d'une révolte dans le nome de Tinis pour lancer une attaque contre Héracléopolis Mania, et rencontra peu de résistance. Après avoir renversé les derniers dirigeants de cette dynastie rivale, Montuhotep II commença à consolider son pouvoir sur toute l'Égypte, un processus qu'il acheva lors de sa 39e année de règne. Pour cette raison, Montuhotep II, que ce soit par les égyptologues modernes ou par les anciens Égyptiens eux-mêmes, est considéré comme le fondateur du Moyen Empire. En effet, sur les listes royales d'Abydos et de Saqqara, qui ne présentent que les rois considérés comme légitimes et ayant gouverné une Égypte unifiée, font commencer systématiquement le Moyen Empire par Montuhotep II. Montuhotep II a commandé de petites campagnes vers le sud jusqu'à la deuxième cataracte en Nubie, qui avait gagné son indépendance pendant la première période intermédiaire. Il a également restauré l'hégémonie égyptienne sur la région du Sinaï, qui avait été perdue par l'Égypte depuis la fin de l'Ancien Empire. Pour consolider son autorité, il restaura le culte du souverain, se présentant comme un dieu de son vivant, portant les coiffes d'Amon et de Min. Il meurt après un règne de 51 ans et transmet le trône à son fils, Montuhotep III. Montuhotep III ne règne que 12 ans, au cours desquels il continue à consolider la domination thébaine sur toute l'Égypte, construisant une série de forts dans la région du delta oriental pour protéger l'Égypte contre les menaces venant d'Asie. Il envoie également la première expédition au pays de Punt de la période du Moyen Empire, au moyen de navires construits à l'extrémité de la vallée de l'Ouadi Hamama, sur la mer Rouge. Montuhotep IV, dont le nom est systématiquement omis de toutes les listes des rois égyptiens anciens, succède à Montuhotep III. Le lien entre les deux souverains n'est pas connu, mais il est probable qu'ils soient apparentés, comme père et fils ou frère. Le canon royal de Turin affirme qu'après Montuhotep III, il y a eu 7 années sans roi. Malgré cette absence, son règne est attesté par quelques inscriptions dans la vallée de l'Ouadi Hamama qui témoignent d'expéditions sur la côte de la mer Rouge et de carrières de pierre pour les monuments royaux. Le chef de cette expédition était son vizir Amenemhat, qui est largement considéré comme le futur pharaon Amenemhat Ier, le premier roi de la 12e dynastie. L'absence de Montuhotep IV des listes des rois a incité la théorie qu'Amenemhat Ier a usurpé son trône. Bien qu'il n'existe pas de récit contemporain de cette lutte, certaines preuves circonstancielles peuvent indiquer l'existence d'une guerre civile à la fin de la 11e dynastie. Les inscriptions laissées par un certain Néri, le Hatti à Dermopolis, suggèrent qu'il a été attaqué à un endroit appelé Chediécha par les forces du roi régnant, mais ces forces ont prévalu. Pneumhotep Ier, un fonctionnaire sous Amenemhat Ier, prétend avoir participé à une flottille de 20 navires envoyés pour pacifier la Haute-Égypte. Donald Bruce Redford a suggéré que ces événements devraient être interprétés comme la preuve d'une guerre ouverte entre deux prétendants au trône. Ce qui est certain,
c'est que, quelle que soit la manière dont il est arrivé au pouvoir, Amenemha Ier n'était pas de naissance royale. Plusieurs indices, la prophétie de Néferti et le nom de la mère du roi, laissent à penser qu'il serait issu d'une région située au sud de Thèbes, et de mer nubienne. À partir de la 12e dynastie, les pharaons ont souvent gardé des armées debout bien entraînées, qui comprenaient des contingents nubiens. Ils formèrent la base de forces plus importantes qui furent levées pour se défendre contre une invasion, ou pour des expéditions sur le Nil ou à travers le Sinaï. Cependant, le Moyen Empire était essentiellement défensif dans sa stratégie militaire, avec des fortifications construites au niveau de la première cataracte du Nil, dans le delta et à travers l'isthme du Sinaï. Au début de son règne, Amenemha Ier est contraint de faire campagne dans la région du delta, qui n'avait pas reçu autant d'attention que la Haute-Égypte sous la 11e dynastie. En outre, il renforce les défenses entre l'Égypte et l'Asie, en construisant des fortifications dans la région orientale du delta. Peut-être en réponse à une constante agitation, à moins que ce ne soit pour se rapprocher des puissants nomarques de Moyenne-Égypte dont le soutien mais aussi le contrôle lui sont nécessaires, Amenemha Ier construit une nouvelle capitale pour l'Égypte dans le nord, connue sous le nom d'Amenemha Itaoui, ou Amenemhet, saisisseur des deux terres. L'emplacement de cette capitale est inconnu, mais on peut supposer qu'elle se trouve à proximité de la nécropole de la ville, l'actuelle Licht. Comme Montuhotep II, Amenemha Ier renforce sa prétention à l'autorité par la propagande. En particulier, la prophétie de Néferti, datant de cette époque, prétend être l'oracle d'un prêtre de l'Ancien Empire, qui prédit qu'un roi surgira de l'extrême sud de l'Égypte pour restaurer le royaume après des siècles de chaos, ce roi étant bien entendu assimilé à Amenemha Ier. Malgré la propagande, Amenemha Ier n'a jamais détenu le pouvoir absolu commandé en théorie par les pharaons de l'Ancien Empire. Au cours de la première période intermédiaire, les gouverneurs des nomes de l'Égypte, les nomarques, ont acquis un pouvoir considérable. Leurs postes étaient devenus héréditaires et certains nomarques avaient conclu des alliances de mariage avec les nomarques des noms voisins. Pour renforcer sa position, Amenemha Ier exige l'enregistrement des terres, modifie les frontières des noms et nomme des nomarques directement lorsque les postes devenaient vacants, mais il accepte le système des nomarques, probablement pour apaiser ceux qui soutenaient son règne. Cela a donné au Moyen Empire une organisation plus féodale que celle qu'avait l'Égypte avant ou qu'elle aura par la suite. Il choisit de faire construire sa pyramide à Licht, proche de sa capitale. Dans sa 20e année de règne, Amenemha Ier établit son fils Sésostris Ier comme son corrège, commençant une pratique qui sera utilisée à plusieurs reprises par la suite durant le Moyen Empire. Au cours de la 30e année de règne d'Amenemha Ier, il est vraisemblablement assassiné dans une conspiration de palais. Sésostris Ier, faisant campagne contre les envahisseurs libyens, se précipite à Itaoui pour empêcher une prise de pouvoir du gouvernement. Il continue la pratique de nommer directement les nomarques et sape l'autonomie des prêtres locaux en construisant des centres de culte dans toute l'Égypte. Sous son règne, les armées égyptiennes poussent vers le sud en Nubie jusqu'à la deuxième cataracte, construisant un fort frontalier à Bouhon et intégrant toute la basse Nubie comme colonie égyptienne. À l'ouest, il consolide son pouvoir sur les oasis et étend ses contacts commerciaux à la Syro-Palestine jusqu'à Ougarit. Il choisit de faire construire sa pyramide également à Licht. Durant sa 43e année de règne, Sésostris Ier nomme Amenemha II comme corrégent, avant de mourir durant sa 46e année de règne. Le règne d'Amenemha II a souvent été qualifié de pacifique, mais les archives de son genu, ou livre de chevet, ont jeté le doute sur cette évaluation. Parmi ces documents, conservés sur les murs des temples de Tod et Memphis, on trouve des descriptions de traités de paix avec certaines villes syro-palestiniennes et de conflits militaires avec d'autres. Au sud, Amenemha II envoie une campagne à travers la basse Nubie pour inspecter la région. Il ne semble pas qu'Amenemha II ait poursuivi la politique de ses prédécesseurs de nommer des nomarques, mais qu'il les laissait redevenir héréditaires. Une autre expédition au pays de Punt date de son règne. Il choisit de faire construire sa pyramide à Dachour, devenant ainsi le premier roi à construire son tombeau sur ce site depuis le roi Snefrou de la 4e dynastie. Dans sa 33e année de règne, il nomme son fils Sésostris II corrégent. Il n'existe aucune preuve d'activité militaire de quelque nature que ce soit sous le règne de Sésostris II. Il semble plutôt s'être concentré sur les questions intérieures, en particulier l'irrigation de l'oasis du Fayoum. Ce projet à long terme visait à transformer l'oasis du Fayoum en une bande de terre agricole productive. Sésostris II place finalement sa pyramide à El Laoun, près de la jonction du Nil et du principal canal d'irrigation de l'oasis du Fayoum, le Bar Youssef. Il ne règne que 15 ans, ce qui explique le caractère incomplet de beaucoup de ses constructions. Son fils Sésostris III lui succède. Sésostris III, en égyptien Senusert,
a été hellénisé par les historiens grecs plus tard en Sésostris, toujours en usage dans la vulgarisation scientifique. La durée de son règne reste une question ouverte. Après la 19e année de son règne, son fils, Amenemhat III hérite du pouvoir. On considère donc, en général, cette 19e année de règne comme l'ultime date attestée de son règne. Cependant, une référence à une année 39 sur un fragment trouvé dans les débris de construction de son temple mortuaire a suggéré à certains la possibilité d'une longue corrégence avec son fils. Il est un roi guerrier, souvent sur le terrain lui-même. Dans sa 8e année de règne, un chenal est percé dans la cataracte et sa flotte peut passer pour faciliter son expédition militaire en Haute-Nubie. Il s'en sert pour lancer une série de 4 campagnes brutales en Nubie, lors des années 10, 16 et 19 du règne. Après ces victoires, il construit une série de forteresses massives pour établir la frontière formelle entre les conquêtes égyptiennes et la Nubie non conquise. Le personnel de ces forts est chargé d'envoyer des rapports fréquents à la capitale sur les mouvements et les activités des indigènes Medjay locaux, dont certains ont survécu jusqu'à aujourd'hui, révélant à quel point les Égyptiens avaient l'intention de contrôler étroitement la frontière sud. Les Medjay n'étaient pas autorisés au nord de la frontière par bateau et ne pouvaient pas entrer par voie terrestre avec leurs troupeaux, mais ils étaient autorisés à se rendre dans les forts locaux pour y faire du commerce. Après cela, Sésostris III envoie une autre campagne lors de sa 19e année de règne, mais rebrousse chemin en raison des niveaux du Nil anormalement bas, qui mettaient ses navires en danger. Sur cette frontière, Sésostris III a été vénéré comme un dieu patron par les colons égyptiens pendant plus d'un millénaire. L'un de ses soldats enregistre également une campagne en Palestine, peut-être contre Sichem, la seule référence à une campagne militaire contre un lieu en Palestine dans toute la littérature du Moyen Empire. Sur le plan intérieur, Sésostris III s'est vu attribuer le mérite d'une réforme administrative qui a donné plus de pouvoir aux personnes nommées par le gouvernement central qu'aux autorités régionales. L'Égypte était divisée en 3 régions administratives, le nord, le sud et la tête du sud, peut-être la Basse-Égypte, soit la partie nord de la Haute-Égypte anciennement contrôlée par les rois héracléopolitains des 9e et 10e dynasties, et la partie sud de la Haute-Égypte anciennement contrôlée par les premiers rois thébains de la 11e dynastie. Chaque région était administrée par un premier rapporteur, un second rapporteur, une sorte de conseil, le djadja, et un personnel de fonctionnaires mineurs et de scribes. Le pouvoir des nomarques semble diminuer de façon permanente pendant son règne. Certains en ont déduit que le gouvernement central les avait finalement supprimés, bien que rien ne le prouve. La pyramide de Sésostris III a été construite, elle aussi, à Dachour, sur sa décision, non loin de la pyramide d'Amenemhat II, son grand-père. Le règne d'Amenemhat III marque l'apogée de la prospérité économique du Moyen Empire. Son règne est remarquable par le degré auquel l'Égypte a exploité ses ressources. Les camps miniers du Sinaï, qui n'étaient auparavant utilisés que par des expéditions intermittentes, sont exploités sur une base semi-permanente, comme en témoigne la construction de maisons, de murs et même de cimetières locaux. Il y a 25 références distinctes à des expéditions minières dans le Sinaï et 4 à des expéditions dans le Wadi Hamama, dont l'une comptait plus de 2000 travailleurs. Amenemhat III renforce les défenses de son père en Nubie et poursuit le projet de mise en valeur de l'oasis du Fayoum. Dans un premier temps, il fait construire sa pyramide à Dachour, non loin de celle de son père et de celle de son arrière-grand-père. Puis il change de lieu et fait construire une nouvelle pyramide à Awara, dont le temple funéraire était si grand qu'il fut appelé labyrinthe par Hérodote. Après un règne de 45 ans, Amenemhat III est remplacé par Amenemhat IV, dont le règne de 9 ans est mal attesté. Il est clair qu'à cette époque, le pouvoir dynastique avait commencé à s'affaiblir. Plusieurs explications en ont été proposées. Les archives contemporaines des crues du Nil indiquent que la fin du règne d'Amenemhat III fut sèche et que les mauvaises récoltes ont pu contribuer à déstabiliser la dynastie. De plus, Amenemhat III a eu un règne excessivement long, ce qui tend à créer des problèmes de succession. Ce dernier argument explique peut-être pourquoi Amenemhat IV fut remplacé par Néferuzobek, la première souveraine d'Égypte historiquement attestée. Néferuzobek ne règne pas plus de 4 ans, et comme elle n'avait apparemment pas d'héritier, quand elle meurt, la 12e dynastie prend soudainement fin, tout comme l'âge d'or du Moyen Empire. L'emplacement des pyramides de ces deux souverains est inconnu, même si certains ont avancé, sans preuve tangible, les pyramides sud et nord de Masgouna comme étant les tombeaux d'Amenemhat IV et de Néferuzobek respectivement. Néferuzobek est d'ailleurs considéré par les Égyptiens des époques suivantes comme la dernière souverain légitime du Moyen Empire. En effet, les listes royales d'Abydos et de Saqqara, ne montrant que les souverains à la fois considérés comme légitimes, Hatshepsut et les rois armaniens sont absents, et ayant régné sur une Égypte unifiée, s'arrêtent à Néferuzobek.